Je vous invite tout de suite à vous intéresser à notre patrimoine culturel. Cette fois-ci, on y va vers Constantine, découvrir la belle mosquée El-Amir Abdelkader. On se retrouve juste après. La mosquée Émir Abdelkader est l'un des monuments emblématiques de la ville de Constantine, située au nord-est de l'Algérie, et sans doute l'un des monuments les plus importants construits par l'Algérie indépendante. C'est en 1968 que l'idée de construire une mosquée à Constantine prit naissance. À l'origine, il ne s'agissait que d'une simple mosquée avec cette condition que les promoteurs désiraient un lieu de prière pouvant contenir 10 000 fidèles. Le chantier gagna cependant progressivement en ambition sous l'impulsion du gouvernement du président Houari Boumediene pour devenir non seulement l'une des plus grandes mosquées du pays, mais également la première université islamique moderne algérienne. L'ensemble a été inauguré en 1994. Le site choisi, Bellevue Ouest, s'étale sur une surface de 14 400 m², dont 8 000 m² seront consacrés aux 2 salles de prière et à l'esplanade. Les 2 salles pouvant accueillir jusqu'à 12 000 fidèles. Une coupole de 64 m², un patio central, 2 minarets de 107 mètres de haut chacun, et un mihrab de la salle de prière des femmes. Le plan de la mosquée a été confié à l'architecte arabe Moustapha Moussa qui a déjà réalisé le Palais des Nations à Alger. Quant à l'Université des sciences islamiques, elle est implantée au cœur de la mosquée et devait donc obéir à un site architectural, minutieux, en parfaite harmonie avec l'ensemble de la structure. Le site s'étend sur une surface de 9 000 m². L'université dispose de plusieurs structures pédagogiques importantes. 6 salles de cours d'une capacité de 30 places, 12 salles de cours d'une capacité de 50 places, 3 amphithéâtres de 700 places et un auditorium de 650 places. Elle dispose de 2 facultés, fondement de la religion, de la charia et de la civilisation islamique, et la faculté des lettres et des sciences humaines. L'université Émir Abdelkader est la première du genre dans le pays conçue en même temps que la mosquée,
Ce bel ensemble architectural est aujourd'hui l'un des monuments les plus importants et le plus visité de la ville. Voilà, un très bel ensemble architectural que nous a invité à découvrir ce matin Sabrina Khlifi dans son reportage. Et bien tout de suite, nous avons le plaisir de recevoir un invité qui nous vient de Bordeaux, lui qui est donc actif dans le domaine culturel. Il représente l'association du Cercle universitaire et artistique algérien de Bordeaux. Avec nous, Monsieur Kenzi Kadour. Bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Matinale. Merci. Voilà, alors vous êtes donc aussi enseignant à l'université de Bordeaux en sciences de l'information et de la communication d'ailleurs, oui, que vous mettez au service de la culture. La culture, effectivement. Et vous êtes aussi docteur en développement durable. Oui. Donc beaucoup de casquettes pour une seule personne, oui, merci. Très diversifiée aussi, qui aide peut-être la culture à mieux s'imposer. Oui, moi personnellement, je dis que la culture, celui qui maîtrise la culture, il maîtrise le monde, parce que la culture, c'est la base. Au sens large, Lévi-Strauss, la culture, c'est la base même du pouvoir. Oui. Voilà. Oui, donc, culturellement, notre association et nos activités, surtout, c'est changer ce regard-là entre les deux rives, changer ce cliché-là, et donner un autre regard de l'Algérie et du Maghreb pour les Français, pour la France et les pays. Alors, vous êtes président de cette association, oui, et puis une association qui a vu le jour déjà depuis une dizaine d'années. Oui, depuis une dizaine d'années, vous avez un petit peu apporté cette chaleur humaine et culturelle surtout, de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, donc à Bordeaux, mais avec toutes les facettes de l'Algérie, par exemple, et du Maghreb. Effectivement. On a fait des visites en Algérie. On a commencé par le sud, oui, le sud-ouest, Tarit, Béchar, toute cette zone-là, Timimoun. Oui. Et puis on a fait des échanges. Et chaque fois qu'on fait ces échanges, on intervient comme une communication sur un sujet avec des jeunes, voilà, des jeunes ou des étudiants. De la région, des étudiants. Voilà. Vous me disiez que vous faisiez donc pratiquement chaque mois des conférences pour parler de culture et d'un lieu, par exemple, faire connaître la région et porter aussi la culture, justement, un petit peu cet échange culturel entre les générations. Mais effectivement. Généralement, on fait, oui, chaque mois, on a une conférence. Et je remercie, je saisis l'occasion pour remercier monsieur le consul d'Algérie à Bordeaux, qui vraiment il est actif, il participe, il nous aide beaucoup. Et on a fait une intervention sur l'architecture, l'implantation humaine au Maghreb et l'architecture suivant les âges, depuis les Romains, toutes les âges d'architecture, l'organisation spatiale d'Erxor, par exemple, au sud, ou bien le type d'organisation. L'utilité aujourd'hui est surtout de l'architecture de terre, qui revient et qui est vraiment l'environnement. Moi, je fais un rappel et puis une connexion avec l'environnement, les matériaux utilisés, par exemple dans l'Erxor, les matériaux utilisés, comment on utilise ces matériaux, et puis pour contrer un petit peu les difficultés climatiques. C'est ça. Et lorsqu'on explique, parce que notre association, c'est pas que des Algériens, il y a des Français qui aiment l'Algérie, qui font partie aussi de notre association. Ils découvrent vraiment comment ces gens-là ils se sont adaptés au milieu. Cette intelligence qui a réussi à puiser des ressources naturelles pour en faire des habitats, comme si on devait parler bien sûr de l'architecture de terre, et faire bien sûr de cet habitat un lieu en tout cas protégé par la chaleur et protégé par aussi le grand froid du sud. Et aussi la symbolique aussi. Oui. Dans ces ressorts, par exemple, on trouve des ruelles couvertes par un moment, découvertes par d'autres. Oui. L'entrée de la lumière. L'effet lumière. Et puis, lorsque les portes sont basses, généralement, lorsqu'on remarque dans ces ressorts, les portes sont basses. Et lorsque une personne étrangère pénètre dans la maison, c'est un effet optique. Il ne peut pas voir pendant quelques secondes. C'est comme on rentre dans une salle de cinéma. Parce qu'il y a, dans le patio, il y a toujours des femmes. On doit se courber pour pouvoir entrer. Et on passe il y a des escaliers directement pour aller, on dit la Misria, mais l'appartement des invités. Donc, on joue dans l'effet optique on ne peut pas observer ce qui se passe au patio à un moment donné.
Voilà, Oui. c'est très intelligent. C'est préserver l'intimité, bien sûr, de la famille. Exactement, l'intimité. Et la symbolique aussi des portes. Des fois, on trouve dans des maisons, par exemple, on dessine une sortie, mais il n'y a pas de sortie, une fenêtre. Mais c'est l'intra et l'extra, c'est très symbolique. J'ai discuté avec des gens d'Erxor, de Kenakza, du sud-ouest de la Sabra, lorsqu'on explique la question de porte, le dedans et de l'extérieur. Oui. Donc c'est très symbolique. C'est très symbolique. C'est très symbolique. Alors tout cela, vous le décrivez très bien à travers vos conférences, oui, les spécialistes de part et d'autre, bien sûr, de la Méditerranée, pour expliquer et comprendre aussi ce phénomène et plus pénétrer dans la culture de l'autre finalement. Voilà. Et les Européens, par exemple les Français, ils découvrent à travers ces conférences cette organisation spatiale de Erxor du sud finalement, mais même au nord, lorsqu'on prend par exemple la Casbah aussi, la Casbah, il faut travailler la Casbah. D'ailleurs, c'est demain la journée nationale de la Casbah. Elle sera célébrée comme il se doit. Cette Casbah et cette Médina qui est donc inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO sera sous ces beaux jours demain. Et on en parle d'ailleurs toute la semaine. On en a beaucoup parlé, d'ailleurs. On va programmer une journée sur la Casbah là-bas à Bordeaux. Sur la Casbah, l'organisation, l'histoire, les métiers qui se passent. Et voilà, on va programmer ça. Et on ne s'arrête pas ici. On a fait des interventions sur l'histoire aussi de l'Algérie. On a organisé une journée sur les accords d'Évian. Oui. Parce qu'il y a des Algériens jeunes qui sont nés là-bas, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas ces choses-là. Ils nous ont dit merci. On a invité des professeurs de l'université d'Oran, on a invité un professeur, Amar Mouhand, c'est un spécialiste. Professeur. On l'a invité, puis on a invité un professeur de l'université de Toulouse. Nous, on aime les débats contradictoires. Et c'était très intéressant, il y avait beaucoup de monde, et voilà, c'était très intéressant. C'est très enrichissant, justement, pour cette jeune génération qui doit donc absolument connaître son histoire. Son histoire. Voilà. Et on a organisé aussi sur Frantz Fanon. Oui. Frantz Fanon, on a organisé une journée sur Frantz Fanon avec le partenariat du consulat d'Algérie. On a organisé une journée sur Frantz Fanon aussi, et des jeunes Algériens qui ne connaissaient pas Frantz Fanon, qui connaissaient l'histoire, voilà. Donc, et le combat qu'il a mené, aux côtés, bien sûr, de ses frères algériens. Effectivement. Lui qui était donc un défenseur de la cause algérienne et qui a aussi beaucoup apporté à la médecine et la psychiatrie algérienne. La psychiatrie. Et mondiale, hein, parce que pas que la psychiatrie algérienne. Effectivement. Il s'est battu contre ses professeurs et ses psychiatres français pour faire entendre la raison, en fait. Voilà. Et sa façon d'affronter cette socio-psychiatrie, lui, il utilise le côté sociologique des choses. C'est lui qui a parlé du syndrome maghrébin à Lyon la première fois. Donc voilà. C'était un scandale justement quand on a essayé donc de déformer la réalité. Et bien sûr ce syndrome bien sûr de l'Africain et bien entendu du Maghrébin qui souffrait. Alors on va parler aussi donc de vos activités, ces activités qui se déroulent tout au long de l'année. Et bien entendu, récemment, donc, vous allez organiser un événement ? Oui, on va organiser un événement le 16 avril. Le 16 avril. Yom el-Ilm, la journée du savoir ? Oui, là-bas à Bordeaux, on va organiser une journée sur le patrimoine culturel de l'Algérie, côté littérature, côté poésie, côté et on a invité, j'espère qu'il sera avec nous, monsieur Wassim El Araj et madame Zineb son épouse. Oui, son épouse. Oui. J'espère qu'ils vont confirmer leur présence. Et grandes plumes. Oui. Et puis on a invité aussi des collègues algériens, d'origine algérienne, de l'Université de Paris 8 aussi pour contribuer sur ce côté-là culturel, poétique. Tout à fait. Voilà. En tout cas, c'est riche, hein, côté poétique également, avec bien entendu ces deux grands invités dans le domaine littéraire qu'on aime beaucoup, qu'on salue d'ailleurs s'ils nous suivent ce matin, monsieur Lahraj et son épouse, donc Zineb Lahouedj. Voilà, merci beaucoup.
beaucoup Je à vous remercie. vous d'être venu. Un dernier Moi mot, aussi. allez-y. Ben, d'abord, je suis très content d'être ici avec vous à Alger, en Algérie, à le NTV. Je suis très content. Et puis, j'aimerais bien que ces échanges-là se poursuivent et qu'on donne un vrai visage de l'Algérie. Inch'Allah. Vraiment un vrai visage. Et merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, je rappelle, Monsieur Kenzi Kadour, vous êtes président de l'association du Cercle universitaire et artistique algérien de Bordeaux. Bienvenue encore une fois et Merci. puis bonne chance pour ce que vous faites au quotidien. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. On continue notre émission. Je vous invite à apprécier cette petite détente musicale avec la belle voix de Inès qui chante Selami. The sun rising to me, the sun rising for, the sun rising for me. I can see the way it comes. I'm down for this beauty. I'm fragilizing some. I'm down for this lonely way. I'm blindly walk on. Salami aliki ya gharib. Falling down on my knees ya habib. Salami rani lik. Salami aliki ya gharib. Falling down on my knees ya habib. Salami rani lik. The moonlight and to me, the moonlight and for, the moonlight and for me. I can see the way it goes. Your absence just fool me. Your absence is so confusing my story. I can see the way it goes. Salami aliki ya gharib. Falling down on my knees ya habib. Salami rani lik. Salami aliki ya gharib. Falling down on my knees ya habib. Ben, j'espère que ça vous a bercé, ça vous a en tout cas fait plaisir d'entendre ces rythmes et cette belle voix d'Inès et ce beau duo. Eh bien, on va rester dans le domaine de la musique et cette fois-ci, on va vous faire découvrir une belle artiste et surtout celle qui joue et qui nous emporte à travers sa musique. Il s'agit de Insaf Sabrine Boundel. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci, bienvenue à vous, en tout cas à parmi vous. nous. Merci. Vous avez déjà votre instrument en main Ouais. et c'est donc aujourd'hui, vous vivez avec la musique depuis que vous avez l'âge de 9 ans. Exactement. Donc j'ai commencé la musique andalouse à l'âge de 9 ans, disons depuis l'année 2008, dans Ouais. l'association Djinedia de la ville de Boufarik. Donc j'ai Très ancré dans la ville de Boufarik, Blida aussi, Oui, exactement. la musique andalouse. Voilà. Donc j'ai commencé par la mandoline, qui est mon premier instrument, sous la houlette de Beaux-Arts Sofiane, qui est mon premier professeur de musique. Et j'ai poursuivi, je poursuis jusqu'à ce jour de pratiquer cette musique andalouse au sein de l'association. Exactement. Voilà. Et beaucoup pensent que donc tous ceux qui font l'école andalouse donc, vont passer forcément par le chant. Vous êtes resté dans l'instrumental. Exactement. Bon, déjà, vu que j'ai commencé avec la mandoline, et par la suite, j'ai Touché appris à d'autres jouer. instruments. Exactement, d'autres instruments, mais je suis toujours retournée vers mon instrument maternel, qui est la mandoline. Voilà, le fétiche, l'instrument Exactement, fétiche. l'instrument Vous fétiche. jouez pourtant du violon. Vous avez été aussi, on vous a enseigné le violon. Oui. Un instrument pas facile Exactement. aussi, très Donc difficile. c'était le Sidali
qui a été mon professeur de violon. Donc, j'ai joué au violon quelques temps. Après, c'est toujours le comeback à la mandoline. Voilà. Et puis, vous avez aussi joué du rbeb et d'autres instruments que je ne connaissais pas, forcément. Il y a aussi le baglama, qui est un instrument typiquement turc. Oui. Voilà. Donc, il y a aussi le rbeb, c'est un instrument traditionnel typiquement algérien. Donc, d'ailleurs que je salue monsieur Youssef Ouznadji, président de l'association des rossignols d'Alger. Donc, voilà, j'ai essayé de et toucher grâce un à petit peu ça, à cet tout. enseignement, ça vous a donné aussi l'opportunité d'aller représenter l'Algérie un petit peu partout. D'ailleurs, aujourd'hui, vous représentez la musique de la Méditerranée. Voilà, donc j'ai eu une participation nationale comme internationale. Donc pour les participations nationales, c'était dans différentes wilayas de l'Algérie. Oui. Et participation internationale, il y avait en 2013 la Serbie et la France. Bon, la Serbie, c'était dans le cadre du festival de la semaine culturelle algérienne en Serbie. Oui. Donc en France, c'était aussi deux concerts à Paris. Et en 2013 aussi, il y avait dans le cadre de les journées andalouses de la ville de Rabat au Maroc. Et j'ai aussi eu la chance de représenter l'Algérie dans le cadre du festival d'Aix-en-Provence en France en 2016. Donc j'ai fait partie de l'orchestre des jeunes de la Méditerranée où il y avait une tournée en France et en Italie C'est à Milan. extraordinaire. Sous la houlette d'un chef d'orchestre français. Exactement, Raphaël Imbert. Et comment est-ce que ça se passe justement, ces échanges? Est-ce que notre musique est aussi appréciée et perçue? Comment est-ce qu'elle est perçue par le public? Donc les échanges, c'était vraiment magnifique parce qu'il y avait des musiciens de différents pays de la Méditerranée, dont des Grecs, des Portugais, des Syriens, etc. Donc il y avait un échange très, comment dire, genre, c'était très fascinant de pouvoir partager notre musique. D'ailleurs, ils ont adoré notre patrimoine et j'ai eu la chance de pouvoir représenter l'Algérie et notre riche Et de patrimoine. vivre cela, hein, Exactement. parce que c'est tellement beau de pouvoir vivre et exprimer donc sa musique dans un autre pays, pour la faire connaître, la faire comprendre aussi, expliquer les textes qui sont pas simples non plus. Voilà. Donc et franchement, tous les musiciens qui faisaient partie de l'orchestre, ils ont vraiment adoré ce que représente notre patrimoine et notre riche patrimoine algérien. Donc c'était une expérience hors norme. Voilà, c'est de belles expériences en tout cas que vous vivez grâce à la musique. Voilà. Mais en parallèle, vous êtes aussi étudiante. Exactement. Vous êtes étudiante en master 1 en biotechnologie à Bebzouar. Exactement. Donc la musique, ça a toujours été une pratique secondaire. Ouais. Donc c'est une passion aussi. Exactement, c'est une passion. Je privilégie toujours mes études. Et voilà, donc je remercie également mes parents qui ont toujours été là pour moi et qui ont su faire de moi donc, la personne qui peut... Vous donnez pas des concerts quelquefois, comme ça en solo, à Bebzouar, l'université? À Bebzouar, non. Pas encore, peut-être que ça viendra. Espérons peut-être. Pourquoi pas. En tout cas, vous êtes là parce que vous allez animer une soirée ce soir à la salle Ibn Zaidoun. Voilà. Donc la soirée, elle est intitulée Itren. Donc ça sera ce soir, Inch'Allah, à la salle Ibn Zaidoun à partir de 19h. Donc ça sera une soirée de promotion de mon album qui est intitulé Promenade en musique algérienne. Très bien. Et l'album de Mariam Sehmed également qui est intitulé Lettres d'espoir. Voilà, qui serait ce soir aussi avec vous. Voilà, elle sera on sera toutes les deux sur scène accompagnées de l'orchestre. Voilà, c'est parfait. Voilà. En tout cas, un beau voyage que vous invitez à venir découvrir, vous invitez le téléspectateur à venir découvrir. On va écouter un extrait d'ailleurs de votre album. Voilà. Je pense la première chanson, Hijaz. On va l'écouter, un premier extrait et on se retrouve juste après. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est juste un petit échantillon pour donner envie aux téléspectateurs de venir ce soir nombreux à la salle Ibn Zaidoun à partir de 19h. C'est cela, et puis vous serez en compagnie donc, de Mariam Sehmed, bien entendu, et l'ensemble de l'orchestre de Djennadia.
l'ensemble de l'orchestre, ben, ce sont des élèves de l'association, ainsi que le chef d'orchestre, Lamine Bouzard. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu faire ces deux albums. Ouais. Voilà. Et puis on va vous demander de nous interpréter peut-être quelque chose comme ça, juste un petit quelque chose. D'accord. Un petit extrait avec cet instrument qui est La mandoline. la mandoline. C'est une mandoline avec 2 manches. 2 manches, Ouais. d'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci C'est à un vous. très bel instrument et voilà, avec bien sûr votre jeu de mandoline qu'on a pu apprécier. Donc un dernier mot peut-être pour nous donner envie de venir ce soir? Donc j'invite toute personne mélomane de la musique algérienne, typiquement algérienne, que ce soit andalou, kabyle, habzi, donc à venir assister au concert de ce soir qui aura lieu, Inch'Allah, à la salle Ibn Zaidoun à partir de 19h. Donc soyez nombreux, il y aura plein de belles surprises qui vous attendent. Voilà. Donc, et je remercie par l'occasion toute personne qui a contribué pour la réussite, enfin pour la sortie de ces 2 albums, ainsi que les autorités qui nous ont jamais laissé tomber. Donc je remercie tout le monde. En tout cas, on est très content de vous avoir reçu ce matin dans C'est Bonjour tout plaisir d'Algérie. pour moi. On vous souhaite bonne chance pour la soirée donc, de ce soir, Merci à bon vous. concert et puis bonne continuation à travers vos spectacles puisque vous représentez l'Algérie. Voilà. Et j'espère qu'en tout cas, tous vos spectateurs vont apprécier cette musique. Espérons. Inch'Allah. Inch'Allah. Puis bon courage pour vos études, on n'oublie pas. Ah oui, Voilà. c'est obligatoire. On a pu voir, donc découvrir vos albums, ils sont chez tous les bons disquaires, Voilà, n'est-ce pas? Ils seront disponibles dans les disquaires normalement à partir de la date de la promotion, donc probablement à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup Insaf Sabrine Merci à vous. Boumdel. Vous êtes donc musicienne et vous représentez l'association Djenadia. N'oubliez pas, ce soir 19h à la salle Ibn Zaidoun, allez retrouver le spectacle Itren, comme vous l'a si bien dit Insaf. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on vous emmène du côté d'Oran cette fois-ci. Retrouvez Iman Mahrougras avec ses invités. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des guides touristiques. C'est très important d'en parler. En tout cas, ils nous font découvrir notre beau pays et surtout à travers aussi la visite de nombreux touristes. Eh bien oui, c'est des guides indispensables. Bonjour Iman et bonjour à vos invités. Bonjour Amel, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Effectivement, l'Algérie est une destination et pas des moindres puisque nous avons un très beau pays qui diffère du nord jusqu'au sud, vers l'est et l'ouest. Et bien aujourd'hui, c'est la journée internationale du guide, d'où la présence de nos on va dire, les représentants d'une association qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine et qui a vu le jour depuis 2001. Eh bien, je partage le plateau pour parler de cette belle formation puisqu'elle a été l'initiatrice, la première association qui a initié des jeunes au guide touristique. Eh bien, je nommerai l'association Bel Horizon, représentée par M. Rouider Metayer, le président de l'association. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Eh bien, vous êtes accompagné d'un jeune guide qui, lui, a choisi cette belle formation. Eh bien, c'est le jeune Bouzidi Abdelaziz. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Eh bien, Bel Horizon, on va dire, c'est une association qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine et c'est la première association qui a commencé la formation des guides depuis 2002. Eh bien, Monsieur Metayer, parlez-nous de cette idée de faire de mettre en place la formation des guides touristiques. Très bien. Donc notre association a été créée en 2001. C'était pour accompagner les festivités du 11e centenaire de la ville d'Oran par la création d'un musée du vieil Oran et par l'édition d'un beau livre. Bon. Et donc on s'est dit que pour justement la vocation première de l'association étant la sauvegarde du patrimoine, on s'est dit la première des choses c'est de former des jeunes guides du patrimoine dans un premier temps qui seraient des leaders dans la défense du patrimoine, qui seraient des lanceurs d'alerte.
Et ensuite, par translation, après 2002-2003, avec l'arrivée de touristes, et les agences de tourisme nous ont fait appel. Et donc, nos guides des monuments historiques se sont transformés de fait en guides touristiques. Et donc, on a accompagné énormément d'agences du tourisme, que ce soit à Oran, Alger ou ailleurs, et on leur fournit les guides des monuments qui sont en fait devenus des guides touristiques. Et depuis, ça continue. On est à la 4e promotion de formation de guides. Et nous les accompagnons par des formations, des sorties de terrain. Des mises à jour? Des mises à jour, évidemment, puisque la ville se développe. Même le rôle de guide touristique, ça s'est amélioré. Et de plus en plus, il y a des... Et quand on dit tourisme, ce n'est pas uniquement les étrangers. Nous avons d'abord formé des jeunes pour accompagner les Oraniens, qui à un certain moment, vu la décennie noire, ils ont perdu un peu le contact avec l'histoire de la ville, avec ses monuments, avec ses repères. Surtout que la ville d'Oran, quand même, elle a une histoire très, très importante. Exactement. Exactement, surtout qu'elle a été un carrefour civilisationnel. Exactement. Ensuite, il y a beaucoup de touristes locaux. On pratique même le tourisme pour tous à travers les randonnées qui sont gratuites pour la population. Avec l'autoroute, il y a beaucoup aussi de gens qui viennent d'Alger pour passer un week-end. Donc on a adapté un peu nos circuits. Et oui, avec l'autoroute Est-Ouest, on en a pour 3h30, je crois. Très bien. D'Alger à Oran, donc ça va. Maintenant, donc, Alger, c'est juste à côté. Et prochainement avec le train. Donc dans une année... Oui, c'est vrai, en 2h30, je crois. Exactement. Donc c'est ça. Donc Oran sera proche de beaucoup de villes. Et donc le but principal, le public principal pour nous, c'est les touristes locaux. Ensuite, il y a les touristes thématiques qui viennent pour des raisons précises. Et nous, on a développé beaucoup plus le tourisme culturel. Parce que le tourisme d'été, etc., bon, ou le tourisme du Sahara, bon, on a quelques guides qui se sont spécialisés là-dessus, mais nous, c'est essentiellement le tourisme culturel. Ah, d'accord. Très bien. Alors, comment avez-vous tracé les différents circuits? Parce qu'il n'y en a pas un seul. Il y en a plusieurs circuits. D'ailleurs, on a même... Canal Algérie a contribué quand même à quelques activités que vous avez fait. Et surtout, on a fait même des marches avec vous. On a même fait des randonnées. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous tracez ces circuits? De quelle façon? Donc, on a été obligé à un certain moment de construire des circuits. Donc, on a discuté longuement avec les guides, mais aussi nous répondons aux besoins, que ce soit des touristes locaux ou des touristes étrangers. Et donc, on est arrivé au fil des années à construire, à inventer un certain nombre de circuits. D'ailleurs, le circuit le plus populaire reste le circuit du Vieil-Oran, et le circuit Santa Cruz. C'est ça? Oui, Sidi El Houari et Santa Cruz. Ça, c'est le plus populaire, le plus demandé. Est-ce que c'est le circuit où on commence la randonnée du théâtre, de la place d'Armes, on va dire, et en passant par par la place Kléber, c'est ça? Exactement. Boudali Hasni actuellement. Ça va, j'ai appris mes leçons. Voilà. Ensuite, on va... Alors, croyez-moi, chers amis téléspectateurs, que c'est une randonnée magnifique parce qu'on passe par des sites historiques, que ce soit... on va dire espagnol, on va dire même français, ottoman, surtout ottoman. Oui. Donc on démarre généralement de la place du 1er novembre, l'ex-place d'Armes, et on va emprunter les ruelles du Vieil-Oran, de Sidi El Houari, en passant par les places Boudali Hasni, qui était le centre-ville d'Oran jusqu'à la fin du 19e siècle. On passe aussi par la mosquée Sidi El Houari. Après Bab el Hamra, ensuite on prend les sentiers des fortifications. D'ailleurs, on voit là le fort de Santa Cruz, qui est quand même l'emblème d'Oran. Oui, on arrive au fort et on va un peu plus haut. Construit au XIVe siècle, c'est ça? Non, au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Au XVIe siècle, c'est une belle fortification. Très belle. Oui, et on a quand même une bonne vingtaine à Oran. C'est pour cela qu'on dit que c'est une ville de fortification. Et on a créé le circuit des fortifications pour ceux que ça intéresse. Et on a même édité un guide
des fortifications. Et dernièrement, on a collaboré au classement d'un certain nombre de fortifications qui ont été érigées durant la période espagnole, mais qu'on considère comme patrimoine partagé. Et peut-être qu'un jour, l'Algérie et l'Espagne vont les proposer à l'inscription à l'UNESCO, donc au patrimoine de l'humanité. Non seulement Oran est pôle, on va dire, économique, touristique maintenant par excellence, alors qu'elle va s'inscrire dans l'histoire internationale. Ça, c'est une très très bonne chose pour cette belle ville, créée d'ailleurs par des marins andalous en 905. Voilà. J'espère que je ne me suis pas À peu trompée. près, bon. J'ai bien appris mes leçons. Oui, à peu près, D'accord. bon, on va pas... Alors, quels sont les critères du guide touristique? Bon, un guide touristique, d'abord, il doit avoir une connaissance de base sur la ville. Ce n'est pas la peine qu'il connaisse exactement l'histoire avec tous les détails, les années, etc. Ça vient avec l'expérience. Ensuite, surtout, il doit connaître les bons plans. Et il y a des touristes qui viennent, que ce soit locaux ou étrangers. Ils veulent connaître les bons restaurants. Ils veulent connaître les lieux de distraction, ils veulent connaître un peu les jardins, là où se reposer, etc. Donc c'est autant de bons plans qu'il doit maîtriser, qu'il doit connaître et qu'il doit faire la mise à jour régulièrement. Ensuite, il doit connaître les circuits et répondre aux circuits. Et puis, il a une capacité d'adaptation. On a des circuits qui durent une journée, les gens peut-être ne voudraient pas. Donc il doit l'adapter pour la rendre un circuit de 2 heures, de 3 heures. Et donc il doit savoir quels sont les circuits où on doit absolument marcher, quels sont les circuits où on doit prendre un véhicule. Donc c'est tout ça. Donc nous, on n'a pas fait de grandes écoles de tourisme, mais on a rencontré énormément de professionnels. Et donc on a appris un bout et on a adapté vraiment à la réalité oranaise et vraiment à la demande des touristes. Déjà, ces jeunes guides coachés par Kouid El Metayer, quand même, c'est un plus, puisque vous avez même contribué à la sortie du livre Oran face à sa mémoire. Et c'était en 2005, 2006 Non, 2001. Dès la création de l'association. On a accompagné les festivités du 11e centenaire. Parce que vous savez, un anniversaire d'une ville, c'est tous les 100 ans, tous les siècles. Donc on s'est dit, on va écrire un livre qui va voyager, puisqu'il y a le dépôt légal, etc. Qui fera voyager et qui va voyager jusqu'à la génération qui va fêter le 12e centenaire. Oui. Et on doit aussi l'accompagner par un musée, parce que le musée conserve les archives. Et ceux qui vont nous lire peut-être et regarder le musée, visiter le musée, dans 100 ans, ils vont savoir comment on vivait, comment on réfléchissait, qu'est-ce qu'on faisait. C'est un peu dans cet esprit-là, pour faire travailler un peu sur la mémoire, fabriquer la mémoire pour lui donner un sens pour qu'elle devienne histoire et qu'elle soit transmise aux générations futures. Voilà. Très bien. Alors, quels sont les mots-clés d'un guide touristique ? Maintenant, je pense que c'est la parole aux jeunes. D'ailleurs, vous avez suivi cette belle formation. Oui, bien sûr. Et vous adorez, je sais très très bien que vous adorez ce que vous faites, surtout quand vous faites des sorties de randonnée à travers les monuments historiques, surtout parce que Oran, c'est un carrefour civilisationnel qui a quand même une très très grande histoire et un passage de culture, un brassage aussi de culture. Alors, quels sont les mots-clés du guide touristique ? Moi, je dirais plutôt mon existence à Bel Horizon, c'est depuis une activité, un événement très très célèbre, qui est le 1er mai. Ah ça oui, d'ailleurs on a même assisté à cette belle initiative qu'a créée déjà, qui est maintenant devenue une tradition, même sans mettre ce grand événement, sans l'afficher aussi, sans parler de ce grand événement au préalable. Tous les jeunes... Ce n'est pas uniquement jeune, hein. Donc il y a des bébés qui accompagnent leurs parents. Exactement, il y a même, jusqu'à un âge très avancé, 80-90 ans. Donc tout le monde aime se balader à travers les monuments historiques d'Oran. Alors parlez-nous de cette... Donc, oui, voilà. Donc le 1er mai, j'étais toujours un participant en 2009, 2010 et 2011. Et en 2013, j'ai adhéré à l'organisation au niveau de l'association Bel Horizon, et depuis, j'ai vu que je connais très très peu. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette association ? C'est l'événement. Parce qu'il y a un manque d'événements d'abord pour notre ville, qui est une ville à la base qui reste quand même une ville festive. Oui. Et
depuis cette participation à l'organisation, j'ai vu que je connais très très peu de l'histoire de ma ville et des ruelles et des anecdotes. Des fois, on se dit, on ne connaît pas notre ville. Et là, on essaye de fouiner par-ci, par-là. Et là, on tombe sur une des associations qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine. Et on se dit, tiens, c'est cette association que j'ai envie, avec laquelle j'ai envie de connaître ma ville. Voilà. Et moi, comme je suis toujours passionné par l'historique et l'histoire, donc j'ai adhéré à l'association et j'ai commencé ma formation de guide. Et c'est une formation qui dure quand même 2 ans, c'est sur 2-3 étapes. Ah, c'est 2 années. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pratiques, ce qui compte. Parce que la première étape, c'est les cours sur l'histoire et tout, la théorie. Sur l'histoire, c'est ça? Oui. Sur l'histoire de la ville. Sur l'histoire de la ville. Et après, on va passer au circuit parce qu'on va pratiquer ces circuits et connaître les raccourcis, les ruelles et tout. D'abord, un guide, comme il nous dit M. Metayer, un guide, il doit connaître le chemin avant l'histoire. Parce qu'après, s'il se perd et connaît l'histoire, ça ne sert plus à rien. Donc, voilà. Exactement. Sinon, il va perdre même ses touristes. Donc voilà, alors ma formation, elle est différente. Moi, je suis scientifique, j'ai fait chimie. Ah, voilà. Alors j'allais vous poser cette question. Quelle est votre formation de base? Voilà, c'est ça. Alors, j'ai fait chimie à l'université du Sceaux. Vous êtes retrouvé dans le patrimoine. Et du coup, je me suis retrouvé dans le patrimoine. Et à partir du patrimoine, je suis passé à la communication audiovisuelle. Donc, j'ai changé mon cursus. Carrément. Voilà, carrément. Ben, voilà. C'est par vous avez touché à tout, vous. C'est ça, parce que nous, c'est une association culturelle, donc ce qui compte, c'est le bagage culturel. Donc, c'est ça qui m'a orienté, qui m'a poussé de changer cette filière, ce cursus universitaire. Parce que, comme il a dit M. Metayer, on développe beaucoup de circuits culturels. Par exemple, un circuit sur Albert Camus, et là, on doit lire pour Albert Camus, et un circuit sur Yves Saint-Laurent, et le circuit des fortifications, et il y a même un circuit sur l'architecture et l'art déco. Alors moi, quand on me dit l'association Bel Horizon, moi j'avais l'impression avant de connaître bien sûr les membres de l'association Bel Horizon, eh bien moi je pensais que c'était uniquement formé par des membres qui adhèrent à cette association, ce sont des architectes. Moi c'est ce que je pensais au préalable. Hein. Là maintenant on découvre un chimiste avec nous, il y a des médecins, il y a beaucoup ce sont des différentes, on va dire, différentes filières qui font les membres de cette association. Je crois que c'est la force de l'association, non? Oui, tout à fait. En fait, les architectes, c'était parce qu'on travaillait sur des maquettes au niveau de notre association. C'est des maquettes, c'est un centre d'interprétation qu'on a développé à l'association que les gens en occupent pour des maquettes de la ville d'Oran de différentes périodes. Et là, on travaille sur la 3e maquette. Et du coup, on a le préjugé, ou bien on va dire le stéréotype, que c'est les architectes qui s'occupent du patrimoine. Oui. La restauration, la réhabilitation. Exactement. C'est pour ça. Mais après, on a de tout. On a des chimistes, des médecins, des avocats. Des biologistes tout à aussi. Fait. Oui. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu. Très bien. Alors, les projets de la formation pour... Alors, non seulement vous n'êtes pas, on va dire, arrêté à cette formation des guides juste pour l'année, juste pour les guides, pour les touristes locaux, des étrangers aussi qui viennent beaucoup visiter la belle ville d'Oran, mais aussi vous avez des projets à venir certainement pour cette belle ville qui n'est que El Behia Oran. Les projets, ça ne manque pas parce que nous avons adapté nos projets par rapport aux Jeux méditerranéens. Vous savez qu'Oran va abriter les Jeux méditerranéens. Ah oui. Ce sera une capitale méditerranéenne à un certain 2021. moment. Et donc, nous-mêmes, on était membres du comité d'embellissement de la ville et on avait proposé au pouvoir public de garder un fil rouge pour toutes les initiatives et faire en sorte qu'Oran tourne vers la Méditerranée. Il ne faut pas oublier que Camus disait qu'Oran tournait le dos à la mer, ce qui est en quelque sorte... faux quand même. Ce qui est quand même une bonne part de vérité. Maintenant, de quelle façon, M. Metayer? Parce qu'on peut regarder la mer, mais on n'a pas accès à la mer. Donc il va y avoir maintenant des plages au niveau de la côte Est. On va
réactiver des plages qui existaient anciennement. Alors, pardon, Monsieur Metayer, j'ai envie juste de soulever quand vous avez dit qu'Albert Camus avait dit que Oran donnait le dos à la mer. Alors, est-ce qu'il faisait allusion au balcon d'Oran qu'est le front de mer? Non, il n'était pas totalement, quand il a écrit ça, il n'était pas totalement terminé parce que c'est dans les années 50 qu'il a été achevé. En 1954, je pense même. Mais il faut dire aussi que nous avons un peu oublié la Méditerranée, qui a donné... Oran est une fille de la Méditerranée. Elle a été fondée par des marins. Des marins, vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, à un certain moment, la concentration principale de la population, son activité principale, c'est Mdine Jdida. Ça, c'est sur Encore le ex-village nègre. Encore moins à la rue L'Arbi Ben Mehidi. Et très peu au front de mer. Exactement. Et pour se baigner, il faut faire 30 km pour trouver les belles plages. Et on n'avait pas accès au port. Donc il y a beaucoup d'initiatives maintenant pour ouvrir le port et pour aller à la plage à pied, puisqu'on est tout près de la mer. Exactement. Donc c'est ce retour vers la Méditerranée qui est intéressant. Tant qu'à faire, c'est un événement sportif, mais la population va profiter pour acquérir des équipements, mais aussi pour une ouverture vers la mer. Parce que la meilleure des distractions d'une ville maritime, c'est la mer. Est-ce que vous allez créer des circuits, on va dire des randonnées aussi, de faire d'Oranville jusqu'à une des plages à pied, pourquoi pas? Le vendredi passé, on a déjà inauguré avec une association partenaire, le Chebec, et on a été 4 embarcations à faire un circuit sur Cap de l'Aiguille, Capo Rosso, etc. Ça nous donne envie de le faire, hein? Oui, oui, visiter un peu la baie d'Oran. À travers, ça va être magnifique. Il y a beaucoup d'associations maritimes. Comme on dit, comme les Oranais disent, Hajj ou Hajj. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Alors, et on va parler aussi des 2 guides d'Oran. Alors, il y en a un, une ville de Oran, une ville de fortification. Alors, je ne sais pas si notre réalisatrice va zoomer sur ville Oran, ville de fortification. Alors, il a été édité en quelle année, ce guide? Celui-là, les fortifications, c'est 2012, parce que Oran est réellement l'une des villes, peut-être la ville la plus fortifiée de la Méditerranée. C'est dans ce sens qu'on voulait donner de la visibilité à ces fortifications. Bien sûr, évidemment, il n'y a que le Fort Santa Cruz qui est visible de loin. Exactement. Mais il y a le Castillo Viejo, Saint-André, San Philippe, San Fernando, Rosalcazar, Forlamoun, San Pedro, Santiago, etc. Donc il y en a plein. Et donc on en a perdu quelques-uns en raison de l'urbanisme du 19e et du 20e siècle. Et on veut donner de la visibilité à ces fortifications. Je vous disais qu'en décembre dernier, on a déjà classé une bonne partie, 6 fortifications. Il reste à classer d'autres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième livre qu'on est en train d'achever. Ça, c'est à venir. Juste avant cela, oui. Alors, il y a un premier guide que vous avez édité avant Oran, une ville de fortification. C'est Oran Patrimoine, guide des monuments historiques et sites naturels. Alors, je pense que c'est une aide très précieuse pour les touristes, pour les journalistes, pour toutes les personnes qui aiment bien visiter Oran. Donc, je pense que, voilà, très bien. Donc ça, il y a même... C'est pas tout à fait un guide touristique, Oui. mais plutôt du tourisme culturel. Donc on ne va pas trouver l'adresse des restaurants, etc. à l'intérieur, mais uniquement un inventaire d'une centaine de monuments historiques qui valent la peine d'être visités. Très bien. Voilà. Très bien, donc ce fut un plaisir que de voyager à travers les monuments historiques et les guides touristiques. De toutes les façons, quand on se déplace dans des villes, dans des pays, on a toujours besoin de l'aide d'un guide touristique. Merci, jeune. J'espère que vous allez continuer dans cette lancée, surtout pour 2021. Farhouna, Sharfou Bina. Voilà. Donc merci, Monsieur Metayer, d'avoir accepté notre invitation et partagé avec nous ce bon moment, on va dire, patrimonial. Très bien, merci. Merci à vous, nos chers amis téléspectateurs. Vous nous avez suivis avec attention. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les monuments et sites historiques. Je vous donne rendez-vous demain avec d'autres invités, avec d'autres sujets et surtout les sujets touristiques et surtout de décor. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup Imen, merci également à vos invités, Monsieur Métayer avec son expérience de guide touristique et puis aussi le jeune aussi guide qui démarre aussi dans ce métier. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et bien entendu l'association Bel Horizon qu'on entend depuis bien longtemps, très active. Bien sûr, cette association est très active dans le domaine de la préservation du patrimoine de la ville d'Oran. Eh bien, merci beaucoup Imen et puis on aura le plaisir de vous retrouver dès demain comme vous l'avez si bien dit. Quant à nous, on est déjà arrivé à la fin de l'émission, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'émission. N'oubliez pas, ce soir à la salle Ibn Zaydoun, vous allez retrouver le spectacle Itren à partir de 19h avec la belle Insaf Sabrine Boumdel qui était sur notre plateau, ainsi que Mariam Sihmed et l'ensemble de l'orchestre de l'Jannadiya. Voilà, et puis bien entendu, on n'oublie pas, on retrouvera dès dimanche prochain la rubrique l'invité de la matinale avec Nejma Hersh et ses invités. Et bien sinon, ça sera donc le week-end avec en compagnie donc de Mahrez Rabia et les rubriques du week-end bien entendu. Merci à toute l'équipe et à la semaine prochaine pour ma part. Au revoir. سلامي